Cet après-midi jusqu'à demain, maintenant que la flamme olympique est allumée, place à Olympiquement Vôtre. Après Milon de Crotone, l'antique athlète grec hier, je vous raconte une femme, championne d'aviron, qui a œuvré pour toutes les autres, une femme qui a milité toute sa vie pour que des sportifs accomplis comme elle puissent espérer participer aux Jeux Olympiques dans toutes les épreuves à l'égal des hommes. Et elle a trouvé une solution pour ça, ou la véritable histoire d'Alice Milia, la pionnière des JO féminins. Pourquoi dans le passé les femmes ont-elles été exclues de toute pratique sportive ? Quelles actions Alice Milia a-t-elle entreprises pour ouvrir les JO aux femmes ? Quels combats les sportifs doivent-elles mener encore aujourd'hui ? Qui ne s'est jamais entendu dire avant de débuter une compétition sportive que l'important c'est de participer ? Cette phrase, qui se veut encourageante, a été prononcée par le baron Pierre de Coubertin au début du siècle dernier. Son nom vous dit forcément quelque chose, il est le père des Jeux Olympiques modernes. Mais lorsqu'il dit, je précise quand même qu'on lui attribue à tort la paternité, car c'est un évêque de Pennsylvanie qui l'a dit avant lui, que l'important c'est de participer, Coubertin ne s'adresse pas à tout le monde, mais uniquement aux hommes. Et oui, les femmes sont les grandes exclues de la compétition. Et le rôle de la femme ? Eh bien, il reste ce qu'il a toujours été et doit être élevé en vue de cet avenir immuable. Pour lui toujours, les JO constituent l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'applaudissement féminin pour récompense. Voilà qui est clair. S'il est réputé comme un misogyne notoire, à son époque, le baron Coubertin ne dénote pas dans la société française de la Belle Époque. Sa pensée est en effet partagée par une majorité de ses compatriotes. Considéré comme l'apanage des hommes, le sport est associé à des qualités que l'on croit réservées à eux. La force, le courage, l'endurance. Résultat, en 1896, quelques 8 millénaires après les premiers Jeux dont on parlait hier avec Milon de Crotone, les premiers Jeux Olympiques modernes s'ouvrent à Athènes sans les femmes. Malgré les réticences de Coubertin, les choses changent dès les Jeux Olympiques suivants. En 1900, à l'occasion des Jeux de la deuxième Olympiade qui se tiennent à Paris dans le cadre de l'exposition universelle, les dames peuvent participer aux épreuves dites compatibles avec la féminité, alors synonymes de fragilité que sont le tennis, la voile, le croquet, l'équitation ou le patinage artistique. Sur 997 concurrents cette année-là, on compte 22 femmes. Oui, le ratio est encore faible. Pierre de Coubertin continue, lui, de clamer qu'il ne veut pas d'Olympiade femelle. Aux Jeux Olympiques, précise-t-il, le rôle des femmes devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Mais une voix va s'élever contre la sienne. Celle d'une Nantaise que l'histoire avait jusque-là oubliée. Elle s'appelle Alice Milia. Et elle va consacrer son existence à ce combat. Parce que l'important, c'est de participer, d'accord, mais surtout que tout le monde puisse participer. Tout le monde, y compris les femmes. Quand elle donne naissance à la petite Alice le 5 mai 1884 à Nantes, Joséphine Million ne se doute pas un seul instant de l'incroyable destin qui attend sa fille. Celui qu'elle va prendre en main. Car la Belle Époque dans laquelle Alice voit le jour ne l'est pas tant pour les femmes. Faire partie du sexe faible, comme on dit, c'est avoir un rôle assigné dans la société. Celui de rester à la maison pour s'occuper du foyer. La petite Million, elle, veut faire la révolution. Ses parents tiennent une épicerie rue Guépin, dans le centre-ville de Nantes. Alice préfère jouer dehors, c'est en extérieur qu'elle s'épanouit. Enfant, elle a du mal à rester en place. Plus tard, quand elle aura l'occasion de voyager, elle n'hésitera pas 2 fois. En 1903, bientôt 20 ans, elle quitte sa région natale pour l'Angleterre. Dans le quartier huppé de Notting Hill, à Londres, elle devient préceptrice dans une famille aisée. Avec eux, elle voyage encore en Scandinavie et jusqu'aux États-Unis. Pour une jeune provinciale de conditions modestes, c'est plutôt atypique. Forte de ces nouvelles expériences, Alice parle désormais plusieurs langues. Dans la capitale britannique, elle découvre une forme de modernité dans le sport. Oui, là-bas, les femmes ont leur place sur le terrain. Elle joue au football, au hockey. Alice Million, quant à elle, fait bientôt de la bicyclette et de la natation. Puis elle devient surtout une excellente rameuse. Son truc à elle, c'est l'aviron. Un jour, elle rencontre Joseph Milia, un employé de commerce. Il est nantais comme elle. Les 2 expatriés se rapprochent. Au consulat de France de Londres, ils se disent oui.
en juillet 1904. Alice Million troque son nom pour un autre qui lui ressemble drôlement d'ailleurs et devient Alice Milla. La mort de sa mère la décide à rentrer en France. Sa peine est grande, mais le trou dans son cœur va s'ouvrir plus encore. Comme un malheur n'arrive jamais seul, son mari décède quelques mois plus tard des suites d'une maladie. Alice Milla se retrouve veuve à tout juste 24 ans. Il est temps pour elle de prendre un nouveau départ. Grâce à sa maîtrise de différentes langues, elle trouve un poste de sténographe-interprète à Paris. La Grande Guerre éclate en 1914. Cette année-là, Alice débute aussi son combat. Il commence avec son inscription au Femina Sport, un club pionnier du sport féminin situé dans le 14e arrondissement de la capitale. Créé par 2 profs de gym du lycée Buffon, il propose aux femmes de la gymnastique rythmique et dansée. Mais ce n'est pas assez. En 1915, Alice Milla devient présidente du Femina Sport. Inspirée par ce qu'elle a vu en Angleterre, elle ouvre le club à des sports réputés plus virils. Outre l'aviron, les jeunes femmes peuvent pratiquer l'athlétisme, le basketball, le football et encore la barrette, une version adaptée du rugby. L'essai est transformé, c'est même le début d'une révolution. Alice Milla devient l'âme du mouvement sportif féminin. Elle-même excelle en aviron. Avec 5 autres rameuses, elle participe à l'épreuve de l'Audax. Le défi est de taille. C'est une course de 80 km sur la Seine en moins de 12 heures. Épuisant, certes, mais pas impossible. Alice Milla ne fait pas que participer, elle remporte la course et prouve ainsi qu'elle n'est pas moins méritante qu'un homme. La force pourrait-elle être une affaire de femmes ? Au même moment, on découvre que les femmes sont capables d'assumer de nombreuses tâches depuis que leurs maris sont partis au front, même celles qui demandent de la force physique. Les idées reçues commencent doucement à vaciller. L'establishment masculin est déstabilisé, mais rassurez-vous, il est bien installé. Il va en falloir encore beaucoup pour le faire vraiment bouger. En 1917, Alice Milla est l'une des fondatrices de la première fédération des sociétés féminines sportives de France, la FSF-SF. Elle en est d'abord la trésorière, puis la secrétaire générale. La fédération organise les premiers championnats de France féminins de cross-country, puis d'athlétisme au printemps 1918. Mais il passe inaperçu car, au même moment, National Olympique, le CIO, n'est pas réputé pour sa modernité. Au contraire, il est rempli de ce qu'Alice Milla surnomme les tardigrades. Ce sont ces hommes qui jugent que la place de la femme est à la maison et qui sont donc en toute logique réfractaires à leur arrivée dans le sport. Il ne faudrait pas risquer d'abîmer les organes génitaux de ces dames ou plutôt de ces futures mères. Mais quand Alice Milla réclame l'admission des sportives à toutes les épreuves des Jeux Olympiques, elle rappelle le rôle des femmes qui ont assuré à l'arrière pendant la guerre. Dans les champs ou les usines d'armement, infirmières ou magasinières, elles ont montré qu'elles pouvaient remplacer les hommes dans nombre de leurs missions. Cela invalide l'argument d'une fragilité naturelle. Le sexe faible ne l'est finalement pas tant que ça. Mais le CIO fait la sourde oreille. En 1919, il refuse la féminisation des épreuves reines d'athlétisme aux JO d'Anvers qui auront lieu l'année d'après. Et la réaction des journalistes masculins va dans le même sens. Quand la patineuse Magda Julin décroche la médaille d'or, la presse s'intéresse davantage à sa longue robe de velours noir égayée d'un col blanc. Pourtant, de grandes figures du sport féminin apparaissent au même moment, comme la Française Suzanne Lenglen, bientôt surnommée la diva du tennis. Bien décidée à lutter contre l'immobilisme des fédérations, Alice Milla participe à sa fondation en 1921 d'une fédération sportive féminine internationale, la FSFI. Elle en prend une nouvelle fois la présidence, tandis que le siège social s'établit à son domicile parisien du 3 de la rue de Varennes, dans le 7e arrondissement de la capitale. L'année suivante, dans le journal La Femme sportive, Milla signe un éditorial intitulé « Propagande ». Le nombre d'intellectuels que comptent nos groupements est sans cesse grandissant, commente-t-elle. Elles savent opposer des arguments de valeur aux tardigrades qui voient dans le développement de l'éducation physique et sportive féminine un signe de dépravation des mœurs et de danger physique et social. Ne riez pas. De tels phénomènes existent et nous en trouvons des spécimens dans les assemblées réputées les plus doctes et les plus savantes. De quel droit de prétendue lumière de la science décrète-t-elle en même temps que nombre d'ignorants tels exercices conviennent à la femme, tels autres lui sont nuisibles? Qui peut le dire avec certitude à l'heure actuelle? Sa rhétorique est efficace. Alice Milla maîtrise les codes de la communication et sait les utiliser. Comme ses demandes à Pierre de Coubertin et ses pairs n'aboutissent pas, la jeune femme contre-attaque
elle annonce que sa fédération organisera les premiers Jeux olympiques féminins. Malgré nos sollicitations pressantes et réitérées, annonce l'infatigable militante, le comité olympique a toujours refusé d'adjoindre l'athlétisme féminin aux Jeux olympiques. Nous allons prouver que nous sommes capables de conduire nous-mêmes nos destinées. Chose promise, chose faite. Alice Milla prend son destin et celui de toutes les femmes en main. Après quelques essais à Monte-Carlo, elle réanime à Paris les Jeux olympiques féminins de Héra, fondés par 16 femmes au VIe siècle avant notre ère, l'ère de Milon de Crotone dont on parlait hier. Et le 20 août 1922, ce sont 77 sportifs venus des 5 nations, France, États-Unis, Tchécoslovaquie, Grande-Bretagne et Suisse, qui s'affrontent au stade Pershing dans le bois de Vincennes, devant plus de 20 000 spectateurs et des journalistes curieux. Le déroulement se calque sur celui des JO. Défilé des équipes portant leurs drapeaux, proclamation officielle de l'ouverture, chant des hymnes nationaux, montée des drapeaux lors des victoires et plusieurs athlètes qualifiés de demoiselles marquent les temps forts de cette compétition. La Britannique Mary Lines s'illustre au sprint et au saut en hauteur, avec 3 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze. L'Américaine Lucille Godbold obtient la médaille d'or au lancer de poids. Chez les Françaises, on remarque dans la même catégorie la performance de Violette Gourmaurice. Future championne de foot, cette athlète émérite détient les records du monde du lancer de disque et du lancer de poids. Elle marque aussi les esprits par sa manière de vivre hors des sentiers battus, car Violette Maurice assume d'être divorcée et même pire, bisexuelle. Ses exploits n'empêchent pas les critiques de quelques odieux, comme ce journaliste qui écrit dans les colonnes du Figaro. Voilà la leçon du 400 mètres, cette épreuve terrible pour le corps féminin et qui le rend si peu aimable. Quelles sont ces furies toutes possédées par une sombre folie? Leurs yeux sont hagards, leurs bouches sont crispées, et je préfère ne pas parler de leur poitrine. Dans un dernier effort, elles passent la ligne d'arrivée palpitante, épuisée. On ne peut imaginer de spectacle plus navrant de délabrement physique. Et la réaction du comité olympique va malheureusement réagir. Tout le monde sait que l'homme cherche à les amadouer, mais ce serait la première fois qu'une femme occuperait cette fonction. Et c'est une chance qu'il faut peut-être saisir. En 1928, le programme des Jeux olympiques d'Amsterdam compte 14 épreuves féminines dans 4 sports: escrime, gymnastique, athlétisme et natation. En athlétisme, les sportifs concourent pour la première fois aux 100 mètres, 4 fois 100 mètres, 800 mètres et saut en hauteur, aux grandes dames de Coubertin. Aigret, il continue d'affirmer que la participation des femmes à cette épreuve reine qu'est l'athlétisme constitue, je le cite, un affront majeur à la grandeur et à la pureté originelle de cette compétition. Les sportifs font donc enfin leur entrée dans l'arène olympique en 1928. Sur les 2883 concurrents cette année-là, 277 sont des femmes. C'est un petit pas pour l'homme, mais un trop petit pas pour la femme. Alice Milla voit plus grand. Elle affirme que la participation au JO ne peut se comprendre que si elle est totale et qu'une participation aussi petitement mesurée ne peut servir de propagande au sport féminin. En outre, le CIO fait lui rapidement un pas en arrière et prend le prétexte de la chute d'une des concurrentes sur le 800 mètres pour supprimer l'épreuve. À Los Angeles, en 1932, les femmes sont moins nombreuses qu'à Amsterdam et le jury olympique redevient exclusivement masculin. Entre-temps, la crise de 29 est passée par là et a entraîné une réduction drastique des subventions. La FSFI reconduit quand même 2 fois ces Olympiades femelles, comme les appelait Coubertin. On préférera les qualifier d'Olympiades féminines, nous. Elles se déroulent à Prague en 1930, puis à Londres en 1934. À chaque fois, de plus en plus de pays participent, mais faute d'argent, les Jeux s'arrêtent cette année-là. La 5e édition prévue en Autriche en 1938 ne verra jamais le jour. La santé d'Alice Milla se dégrade autant que ses espoirs et sa motivation. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais désormais elle n'en peut plus. À 50 ans passés, la sportive militante est fatiguée et préfère démissionner. La presse l'attaque sans relâche et le comité olympique snobe encore et toujours ses demandes. En 1935, elle démissionne de la FSFI qui est dissoute l'année suivante. Le combat n'est pas perdu pour autant. Désormais, personne ne peut nier que l'athlétisme féminin est une réalité. Après avoir ouvert les portes du monde du sport aux femmes, Alice Milla revient à son premier métier,
celui de secrétaire-interprète, qu'elle pratique jusqu'à la fin de sa vie. Elle poursuit alors son existence dans l'anonymat le plus complet. Le 19 mai 1957, à l'âge de 73 ans, Alice Mia meurt à Paris sans que personne n'y prête attention. Inhumée dans le caveau familial à Nantes, elle n'est même pas mentionnée sur sa propre pierre tombale. Après elle, son combat se poursuit. La féminisation des Jeux Olympiques s'intensifie lentement mais sûrement. On compte 13% de sportives à Tokyo en 1964, presque 1 sur 4 à Los Angeles en 1984. Peu à peu, les stéréotypes sexistes se dissipent et la présence des femmes est encouragée. Les règles évoluent en conséquence dans le bon sens. Depuis 2007, la Charte olympique affirme que le rôle du CIO est d'encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport à tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe d'égalité entre hommes et femmes. En 2014, la Commission européenne défend, elle, l'égalité dans le sport et le CIO inscrit la parité à l'agenda olympique 2020. Aux Jeux de Rio en 2016, 45% des participants sont des participantes. Cette année-là, la Fondation Alice Mia est créée pour soutenir toutes les initiatives qui favorisent la pratique sportive féminine. Et à Paris, pour les JO 2024 qui débutent dans 99 jours, les femmes devraient enfin représenter la moitié des athlètes. L'un des stades de la compétition, comme plusieurs installations sportives dans tout le pays, porte le nom d'Alice Mia. Cela fait quelques années que son nom est donc sorti de l'oubli. Le 8 mars 2021, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le président du comité olympique inaugurait une statue à son effigie, haute de 2,85 m, dans le hall du comité national olympique et sportif français dans le 13e arrondissement de Paris. Ironie de l'histoire, elle se trouve non loin de celui qu'elle a combattu toute sa vie, le baron de Coubertin. Le face-à-face continue pour celle qui a durement gagné cette place. Grâce à Alice Mia, les femmes peuvent viser les étoiles et décrocher les mêmes médailles que ces messieurs. Isabelle Fougère, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La figure d'Alice Mia sort progressivement de l'ombre, comme de nombreuses femmes ayant œuvré dans tous les domaines, mais ayant été un temps invisibilisées. Comment expliquez-vous que pendant longtemps, les historiens ne se soient pas intéressés à l'action pourtant remarquable d'Alice Mia ? D'abord, je voudrais dire qu'à vous entendre raconter cette histoire, à chaque fois, je suis très émue parce que cette femme est une femme extraordinaire. Et il est absolument incompréhensible aujourd'hui de comprendre pourquoi moi, quand j'étais petite fille à l'école, on n'a jamais raconté son histoire. Parce que c'est une femme qui a fait... Elle représente un pivot, une bascule dans l'histoire des femmes dans le sport. Alors pourquoi cet oubli ? Je dirais qu'en fait, c'est toute l'histoire des femmes. Les raisons de cette relégation, elles sont multifactorielles. D'abord, peut-être, je dirais, une certaine vision reliée aux stéréotypes qui ont traversé les époques. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est Michel Perrault, qui a, notamment l'historienne, qui a contribué à beaucoup sortir les femmes de l'histoire, qui a écrit que pendant longtemps, on a considéré que les femmes ne faisaient pas l'histoire. Pour le sport, c'est la même chose. On n'a tellement pas voulu qu'elles fassent du sport que quand les résistantes ont commencé à en faire, on a oublié qu'elles en avaient fait, et donc la transmission ne s'est pas faite. Et toute cette partie de la lutte des femmes pour arriver à pratiquer un sport, finalement, on l'a oublié, et c'est un héritage que nous n'avons pas eu. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'histoire des femmes, c'est aussi l'histoire du corps des femmes. Et ce corps empêché, ce corps dominé, à partir du moment où les femmes ont voulu l'émanciper dans l'effort, dans le mouvement, et donc dans la liberté, ça a été très compliqué, on a voulu les empêcher. Et donc, finalement, on a mis un couvercle, et tout ça, c'est un peu oublié. Isabelle Fougère, on continue à parler d'Alice Mia, la pionnière des JO féminins, dans un très court instant. Isabelle Fougère, vous publiez Imbattable aux éditions Alizio, dans lequel vous brossez le portrait de 50 sportives qui ont marqué l'histoire, parmi lesquelles, évidemment, Alice Mia. Comment avez-vous sélectionné ces 50 femmes ? Ce n'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup plus, mais ce que je voulais, c'était raconter l'histoire d'une conquête. Donc évidemment, ça a été une façon pour moi de sélectionner ces femmes. Alors, il y avait évidemment les exploits sportifs, mais je voulais aussi choisir des femmes inspirantes. Ça, c'était très important pour moi parce que un grand nombre des femmes que j'ai choisies, elles ont les valeurs qu'elles ont
développées dans le sport, c'est-à-dire le dépassement de soi, le courage, le fait de surmonter sa peur, sont des valeurs qu'elles ont aussi bien souvent mis au service de la société. On l'a vu avec Alice Milia, mais c'est par exemple le cas d'un personnage que j'aime beaucoup, qui est Simone Mathieu, qui a été une grande championne de tennis, qui avait gagné 2 fois à Roland-Garros. Ça, c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, elle part aux États-Unis, elle va concourir pour l'US Open, elle est favorite. Et le jour, à l'hôtel, 2 jours avant, je crois, la compétition, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Et cette femme, qui est en train d'arriver à l'apogée de sa carrière, arrête, déclare forfait, rentre en France, va saluer son mari et ses enfants. Elle part à Londres, où elle rejoint le général de Gaulle, et elle est une des premières résistantes, en fait. Et elle a même monté un bataillon, le premier bataillon militaire féminin de résistante. Donc ces femmes, elles ont aussi une histoire qui les insère au sein vraiment de la société. Je voulais aussi raconter l'intime, vraiment être sur leurs doutes, leurs obstacles, parce que ce ne sont pas des femmes de marbre, ce sont aussi des êtres humains. Et finalement, c'était des figures un peu héroïques et humaines qui inspirent, que j'ai voulu rassembler. Je vais mentionner quelques-unes des sportives que vous mettez en avant. Il y a Kallipateira, première femme dans une enceinte olympique au IVe siècle avant notre ère. Marie Paradis, première femme ayant atteint le sommet du Mont Blanc en 1808. Annie Londonderry, qui a fait le tour du monde à bicyclette à la fin du XIXe siècle. Notre amie Isabelle Autissier. Les sœurs Williams, Marielle Guetschel aussi. Qu'ont-elles en commun au-delà d'être des femmes ? C'est des pionnières, peut-être. Oui, je crois que ce qu'elles ont en commun, c'est d'avoir dit non. Et d'avoir dit non à l'assignation. Elles ne se sont pas tenues tranquilles là où la société voulait les cantonner. Elles ont dit oui à l'aventure, mais elles ont dit non aux conventions. Et finalement, elles ont secoué la société dans lesquelles elles vivaient. Parce que je dis les sociétés, parce qu'effectivement, on a une succession d'époques dans le livre, mais rien ne laissait penser qu'elles auraient pu faire ça. Marie Paradis, dont vous parlez, qui est la première femme arrivée sur le Mont Blanc, elle est servante, je dis servante parce que c'est l'époque, vraiment c'est le 19e siècle, dans une auberge de montagne. Annie Londonderry, qui fait le tour du monde à bicyclette, elle, c'est juste une mère de famille. Et tout d'un coup, elle se réveille et elle fait le tour du monde. Marielle Guetschel, elle avait une grande gueule, on le savait, les sœurs Guetschel, c'était des femmes qui avaient du répondant. Donc ça, je pense que c'est ce qu'elles ont toutes en commun. Les sœurs Williams, elles sont nées dans le ghetto, et c'est pareil, elles ont fait mentir la fatalité, elles ont fait mentir le destin. Et je pense que vraiment, c'est ça qui les rassemble. J'en ajouterai même une, qui est Marie-Amélie Le Fur, qui est une championne de handisport, qui, elle, alors là, encore plus que les autres, je dirais, a fait mentir la fatalité et a montré que même en perdant sa jambe, alors qu'elle était athlète déjà, toute jeune, eh bien, voilà, elle s'est battue, et elle est arrivée vraiment à devenir une véritable championne. Alors, on va s'intéresser quand même à la première d'entre elles, la grecque Kallipateira. Quelle est son histoire et en quoi Alice Mia est-elle sa digne héritière ? Vraiment, c'est ça. Elles ont toutes les deux refusé les lois, finalement, une espèce de loi d'airain comme ça, qui excluait les femmes. Elle a dit non. Alors, j'aime beaucoup l'histoire de Kallipateira parce qu'elle tient un peu du mythe, parce que finalement, on a très peu de sources. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque où elle vivait, donc dans l'Antiquité grecque, les femmes étaient interdites de stade. Elles étaient tellement interdites que c'était puni de mort. On les précipitait d'une roche et donc elle trouvait une mort certaine. Donc c'était quand même extrêmement, extrêmement fort comme symbole. Et Kallipateira est une femme qui appartient à une grande famille d'athlètes. Elle est fille d'athlète, ses frères sont des athlètes, son mari est un athlète et son fils est un athlète. Et donc cette femme qui est elle-même une athlète mais de l'ombre, eh bien c'est elle qui va entraîner son fils. Et puis, quand il est le moment pour son fils de partir au stade, elle se dit « mais c'est pas possible, je ne peux pas ne pas le voir jouer ». Et donc, elle le suit, elle se déguise en homme, elle arrive à rentrer dans le stade, elle se fait passer pour son entraîneur. Son fils, bien évidemment, fait des exploits, il se débrouille très bien. Et cette femme, tout à coup, tellement heureuse, exulte, elle se met à courir, c'est la légende qui raconte ça, elle se met à courir et évidemment sa tunique laisse sortir un sein, symbole de sa féminité, et donc elle est tout de suite arrêtée. Alors, la suite de l'histoire, on la connaît pas très bien, il y en a deux. Il y a une suite un petit peu hollywoodienne qu'on a racontée par la suite qui dit « Ah, mais elle harangue la foule et tout le monde comprend ». Plus probablement, son fils négocie avec les autorités, elle rentre chez elle bien sagement et on n'entend plus parler d'elle. Mais j'aime beaucoup cette histoire parce que finalement, cette femme, elle a brisé un tabou
sans vouloir le faire. C'est par amour maternel et enthousiasme, c'est son corps en fait qui a parlé pour elle. Et je trouvais que voilà, elle ouvrait très très bien cette longue marche des femmes pour devenir de vraies sportives. Cet après-midi, historiquement vôtre, vous raconte Alice Millat, la pionnière des JO féminins. On continue à en parler avec vous, Isabelle Fougère. Isabelle Fougère, l'histoire du sport ne s'est pas toujours écrite au féminin. Les femmes en ont été longtemps exclues. À quel point il est compliqué de raconter le parcours de femmes sportives peu connues pour la plupart. Comment avez-vous reconstitué le parcours des plus anciennes, notamment d'entre elles ? Oui, vous l'avez dit, les sources, elles sont assez rares par définition, vu qu'on a oublié ces femmes. Alors, d'abord, il fallait les trouver. C'était la première chose pour les pionnières. Donc, il y a quand même quelques ouvrages sur les femmes, l'histoire des femmes dans le sport, où j'ai pu aller piocher de premiers noms. Vous avez cité tout à l'heure des extraits de presse, de journaux. Ça m'a beaucoup servi parce qu'effectivement, on a accès aujourd'hui à des archives qui permettent quand même de remonter assez loin et d'ailleurs de trouver quand même des exemples assez croquignolets que vous avez lu tout à l'heure sur ces reporters qui s'offusquaient de ces femmes en cheveux et qui suaient. Donc ça a été une source importante pour moi. Je voulais aussi que ces récits soient romanesques, c'est-à-dire que vraiment les lectrices ou les lecteurs aussi puissent s'identifier. Donc je dirais que je suis partie de ce que je trouvais, ces sources-là, des journaux bien souvent, le contexte de l'époque, parce que je pense qu'il était important pour bien comprendre ce qu'elles avaient amené à l'histoire des femmes dans le sport, c'était de comprendre le contexte. Par exemple, pour Annie Londonderry, monter sur un vélo et faire le tour du monde, quand à l'époque les médecins disaient que monter sur une selle rendait stérile et mythomane. Il ne faut pas oublier, c'était quand même un exploit. Donc ça, c'était très important, le contexte, je l'ai beaucoup travaillé. On a une des femmes pour laquelle on a une source unique, qui est Margot la Hennuyer, qui était une grande championne de jeu de paume pendant la guerre de 100 ans à Paris. Et donc, en fait, c'est une des sources les plus anciennes. C'est la première mention écrite d'une femme dans le sport. Et cette femme, en fait, a vraiment impressionné un homme qui était probablement un clerc de l'université à Paris, à l'époque où c'était le duc de Bourgogne qui régnait sur Paris pendant la guerre de 100 ans. Et cette femme était une véritable championne. Et donc, tout Paris se précipitait pour voir ces matchs où elle était très brave. Et dans son journal, qui est le journal d'un bourgeois de Paris, qui est, pour les historiens, une des principales sources d'ailleurs sur la vie quotidienne à Paris, pendant la guerre de 100 ans. Voilà, il écrit tout un texte, enfin, quelques lignes sur elle. Et moi, je me suis accrochée à ça. Et puis après, j'ai découvert que le jeu de paume, c'était un peu le foot au Moyen-Âge à Paris. Il y a même eu une loi à un moment. Les souverains ont été obligés de dire, on fait une loi, vous ne pouvez pas jouer au jeu de paume. Vous travaillez les jours de la semaine. Donc, c'était intéressant aussi de raconter toute cette épopée. Alors, c'est vrai, Isabelle Fougère, qu'Alice Millat est une pionnière qui a œuvré vraiment pour la promotion du sport féminin, qui a consacré sa vie entière de militante, d'ailleurs, pour l'ouverture des JO aux femmes. C'est les différentes étapes de la conquête féminine du sport ont été... Ça a été un chemin très long et difficile, non ? Oui, et puis je dirais que c'est un chemin qui n'est pas terminé, même si on a fait beaucoup de chemin. Alors, pour schématiser, on pourrait le résumer en 3 étapes. Il y a d'abord eu le fait de pouvoir faire du sport. Avoir le droit de montrer son corps, avoir le droit d'aller sur un terrain. Je rappelle que vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, à l'époque d'Alice Millat, en Angleterre, les femmes jouaient au foot, mais quelques décennies avant, on venait les passer à tabac sur les terrains quand elles osaient s'y montrer. Donc ça a été une véritable lutte, avec parfois beaucoup de violence. Et puis après, il y a eu l'étape d'Alice Millat, je dirais, c'est-à-dire devenir des compétitrices, montrer le chemin et montrer qu'on peut être de bonne, qu'on peut vraiment assurer dans le sport. Ça, c'était la 2e étape. Et on peut dire que cette étape, cette année, avec les Jeux de Paris, arrive vraiment à maturité, on pourrait dire. Mais voilà, aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt... Oui, parce que vous dites qu'il y a encore d'autres combats à mener. Bien sûr. Alors, quels sont-ils ? Alors, les combats à mener aujourd'hui, ce sont essentiellement les combats de l'argent, et qui n'est pas un gros mot. Les sportives sont vraiment, moins bien payées que les sportifs. Et puis la visibilité, et tout ça va ensemble, évidemment, puisque la médiatisation, on sait très bien comment aujourd'hui le monde du sport fonctionne. Plus on a de médiatisation, plus on a d'argent. Et donc, plus on a d'argent, non seulement quand on gagne un tournoi, mais aussi pour s'entraîner, pour équiper les petites filles, pour faire du foot. Moi, j'appartiens à une génération où, quand les petites filles voulaient faire du foot, il n'y avait pas d'argent dans les clubs pour les entraîner. Donc, on vient de très loin, quand même. Les Jeux Olympiques de Paris et Paralympiques, c'est important de le préciser d'ailleurs, auront lieu dans moins de 100 jours, sont les premiers Jeux paritaires
en nombre d'athlètes. Ils seront également introduits de nouvelles épreuves mixtes. Toutefois, quelles sont aujourd'hui les disciplines dans lesquelles les femmes sont sous-représentées et à l'inverse, celles qui sont considérées comme principalement féminines, Isabelle Fougère? Bon, alors évidemment, si on prend le rugby ou si on prend le football, on n'a pas les mêmes chiffres que dans la gymnastique ou l'équitation, où on a au-delà de 80% de filles parfois. Le rugby et le football, c'est 10-11%, mais on vient de loin, encore une fois. Donc ça, c'est toutes les mentalités. Il est vrai qu'encore aujourd'hui, beaucoup de parents, quand leurs filles disent qu'elles veulent faire de la boxe, hein, ils disent non, toujours ce procès en masculinité, et puis cette peur finalement qu'ont les parents. À l'inverse, il y a des sports que certains garçons aimeraient faire, et finalement, comme non, c'est un sport de filles et c'est dépréciatif dans certaines mentalités, ça évolue aussi. Mais il n'est pas toujours facile pour eux de se retrouver au milieu des filles. Par Donc exemple, il y a tout un travail. On peut parler de la gymnastique, par exemple. Ou du patinage. Ou du patinage. Alors, patinage, il y a Ça quand a même évolué maintenant, ça a évolué. Avec Philippe Oui, Candeloro. oui. Tout à fait, ça a évolué. Mais c'est vrai, c'est quand même encore très très marqué. Donc ça, c'est pareil, c'est à l'école. Et c'est pour ça aussi qu'il faut raconter les histoires des pionnières, parce que ça donne envie. Par exemple, le fait qu'il y ait des pionnières de boxe ou de judo, c'est important qu'il y ait des exemples pour les filles et qu'elles aient envie. Maintenant, il n'y a plus qu'à transformer aussi les commentateurs sportifs en les rendre un peu moins sexistes parfois. Alors, ça c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui le font, et surtout, alors par rapport à ma génération, là, par rapport à il y a 20-30 ans, eh bien, ce ne sont plus seulement des pots de fleurs décoratifs, elles ont des trucs à dire et elles connaissent le sport. Donc ça évolue aussi quand même. C'est une chance. Merci beaucoup Isabelle Fougère de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Olympiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Alice Millat, la pionnière des JO féminins. Je rappelle que votre livre Imbattable, 50 sportifs d'exception qui ont marqué l'histoire, est paru aux éditions Alizio. Et avec Stéphane Bern, l'histoire continue bien sûr demain, Olympiquement Vôtre aussi, avec un autre athlète olympique. Demain, pour notre dernier récit olympique, à 98 jours donc des JO, le chrono est lancé, je vous raconte Jesse Owens, le coureur vainqueur au JO du Fureur. D'ici là, bon après-midi sur Europe 1.